présenter en quelques mots. Donc, je m'appelle Frédéric Gendebien, je suis solution architecte chez Axonic depuis plus d'un an maintenant. Je m'occupe principalement d'aider les clients francophones, et pas que francophones, mais principalement francophones, à mettre en place les solutions Axonic et surtout comprendre les patterns CQRS et event sourcing. Donc, je fais les formations, je fais les préparations de mise en place. Donc oui, je travaille quotidiennement avec l'event sourcing. Et quand je fais un projet pour moi-même, je ne fais que ça d'ailleurs. Donc voilà. En quelques Ça mots. marche. De mon côté, donc Cédric Tétan, je suis un des cofondateurs et CEO de Promise. Donc, nous, on est éditeur bordelais, on développe une solution de partage de connaissances et de bonnes pratiques pour l'écosystème du développement logiciel. Donc, notre objectif avec Promise, c'est d'aider les équipes d'ingénierie logicielle à faire émerger leurs standards de code, leurs pratiques de développement et à les rendre accessibles au maximum et à les rendre aussi vivantes avec tout un système de feedback automatique derrière. Donc, on est, nous, sur cette vocation à aider les équipes à produire mieux des logiciels en passant par le prisme, finalement, de la diffusion de connaissances et de bonnes pratiques. Et donc, tous ces sujets, tels qu'on présente aujourd'hui, l'intro event sourcing, mais aussi quelques bonnes pratiques, c'est forcément des sujets sur lesquels on est assez sensible chez Promise. Et avant de passer vraiment dans le vif du sujet, j'affiche juste un sondage. Hop, si vous pouvez, si vraiment vous allez le voir, ça permet juste en fait de voir par rapport à l'audience, aux personnes qui sont là au niveau de l'event sourcing, est-ce que c'est un concept que vous connaissez pas du tout? C'est-à-dire, voilà, en gros, vous avez déjà entendu juste le nom, mais vous savez pas expliquer vraiment ce qui se cache derrière, ou alors vous savez juste donner une définition très rapide. Et derrière, hop, voilà, l'idée c'est simplement de voir. Alors je sais pas si je l'ai bien, pardon, si je l'ai bien mis en ligne. Voilà. Et ça y est, c'est en ligne. Et l'idée, c'est de voir ensuite, voilà, je connais un peu, donc on a, ouais, effectivement, si vous connaissez un petit peu, si vous maîtrisez, alors le maîtrise, c'est moi qui l'ai mis, voilà, alors c'est même pas vrai, je vais parler pour Frédéric. Donc on a finalement, voilà, aujourd'hui des gens qui connaissent un petit peu, connaissent soit pas du tout, donc je pense que c'est parfait, puisque si vous êtes là, c'est aussi parce que vous étiez intéressé pour comprendre davantage les objectifs de l'event sourcing. Donc on va essayer de vous fournir quelques éléments, de vulgariser un peu différents concepts. Et ça, je sais que Frédéric, c'est quelque chose que tu sais faire et que tu maîtrises bien. Donc, rentrons dans le vif du sujet. J'avance? Oui, si tu peux passer les Bien slides pour sûr. moi, ce serait sympa. Donc voilà un peu l'agenda d'aujourd'hui. Donc je vais commencer par un peu l'histoire pour comprendre d'où ça vient. On va réexpliquer dans les très grandes lignes ce qu'est CQRS parce qu'on en a besoin pour comprendre l'event sourcing. Je vais expliquer la différence entre des systèmes où il n'y a que des snapshots contre les systèmes où on utilise des snapshots et des événements. Une grosse overview, et puis je vais vous expliquer en pratique comment on peut mettre en place l'event sourcing sans vraiment de solution. On peut le faire soi-même pour tester. Je dis bien pour tester et pour démystifier un petit peu cette black magic. Mais après, je vais vous expliquer quand même que les solutions existent et qu'il est quand même préférable de les utiliser. Voilà. On peut passer Allez, avec l'history. c'est parti. Juste une précision. Sentez-vous bien sûr à l'aise de poser toutes les questions dans le chat, soit dans l'onglet chat, soit dans l'onglet questions qui est dédié. J'essaierai justement de les prendre au fur et à mesure. Donc voilà, s'il y a des points ou vous souhaitez des précisions, des clarifications, sentez-vous à l'aise. On est aussi là pour avoir un échange et des interactions avec vous. Donc vraiment, n'hésitez pas. Pardon, je t'ai coupé. On revient donc à l'historique de l'event sourcing alors. D'où ça vient? Je peux passer. Donc en fait, certaines personnes disent souvent, oui, moi je ne veux pas faire l'event sourcing parce que c'est encore hype, c'est encore jeune. Ça me fait beaucoup rire, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. C'est un concept qui, je pense, est le plus vieux du monde. On retrouve des traces de ce qu'on peut appeler de l'event sourcing en 3100, 3000 avant Jésus-Christ, avec ce qu'on appelle les tablettes sumériennes. Ce sont des tablettes d'argile où on comptait en fait, et là tu vas rire parce que je suis belge et ça m'a fait rire, c'était la ration journalière de bière qu'on D'accord. donnait aux travailleurs ou aux esclaves, etc. Et donc, on comptait ces rations sur de l'argile, forcément de l'argile, on faisait des petites marques, et ces rations étaient ensuite cuites pour justement écrire l'histoire et ne plus pouvoir la modifier. Donc, quand une tablette était cuite, en fait, le fait de gratter ou de reboucher, ça se voyait. Donc, on a déjà l'idée d'une histoire immutable
pour de la bière. Donc forcément, ça me ça me parle. Mais on a aussi d'autres traces. Moi, bon, les tablettes sumériennes, c'est impressionnant parce on est quand même en 3000 avant Jésus-Christ. Mais beaucoup plus récent que ça, on a Luca Pacioli, un ami de Léonard de Vinci, qui invente en 1494, et là tu vois que je fais l'effort de parler avec les chiffres à la française, C'est gentil. il invente le système de double entrée qui servira à la comptabilité, qui est aussi une forme, donc je ne dis pas que ce n'est pas de l'event sourcing, mais c'est très fortement inspirant pour l'idée d'event sourcing. Alors en 2005, j'ai remis un petit peu le contexte parce qu'on parle souvent de Greg Young, l'inventeur de l'event sourcing. Il n'a pas inventé l'event sourcing, il l'a mis sur la scène, vraiment sous les spotlights. Mais le premier document, si je ne me trompe pas, c'est de Martin Fowler, que vous voyez là avec son petit chapeau, et à droite c'est Greg Young. Et là, l'article est paru sur son blog, simplement noté Event Sourcing. Un article intéressant, bien que assez vieux, 2005, donc il y a pas mal d'updates depuis, mais c'est déjà une bonne base pour la lecture. Donc vous voyez que quand on dit l'Event Sourcing, c'est tout nouveau, ce n'est pas vrai. L'idée date d'il y a très longtemps. Le terme est nouveau, mais l'idée pas. On va passer au slide suivant. Et là, on va refaire un petit point sur le CQRS. Donc le CQRS, pour rappeler, on a fait pas mal de vidéos là-dessus, j'espère que vous les avez vues. Sinon, on rappellera les liens. L'idée, c'est de ne pas avoir un seul modèle, une seule base de données avec un seul modèle dedans. Pourquoi? Parce que selon le théorème de la scalabilité comme le CAP, mais le théorème aussi de l'optimisation des accès, le fait d'écrire ou de lire d'un même modèle ne va jamais scaler de manière infinie. On aura toujours à un moment donné une écriture rapide et une lecture lente, ou l'inverse. Mais avoir un modèle optimisé pour une écriture rapide et une lecture rapide, ça veut dire que votre modèle est tellement simple que c'est un modèle plat. Alors là, forcément, si on a un modèle plat, ben, oui, c'est optimisé en lecture et en écriture, mais est-ce qu'on peut vraiment scaler sur des milliards d'euros? Ben, généralement, non. Donc c'est pour ça que Greg Young, notamment, qui était DBA à la base, s'est dit je vais arrêter d'essayer de perdre mon temps à optimiser un gros modèle en lecture et en écriture. On fait déjà des dénormalisations dans des grosses bases de données comme Oracle ou comme PostgreSQL. Pourquoi ne pas mettre ça sur la table, mais de scaler un petit peu? C'est-à-dire, on pourrait utiliser d'autres types de DB, pas qu'une seule avec des vues matérialisées. On pourrait, par exemple, j'écris dans un modèle optimisé qui est sur une Postgres, mais j'ai un use case de full text search. Et donc, j'ai besoin d'un Elasticsearch, par exemple. Bon, je donne plein de technologies, mais comprenez les use cases et pas les technologies. On sait bien que si je veux faire des full text search sur une DB SQL, la plupart ne sont pas super performantes. Donc là, on va commencer à avoir plusieurs modèles, un modèle d'écriture, plusieurs modèles de lecture, mais on va carrément avoir des DB différentes. Bon, DB, base de données. Je parle souvent en franglais, je vous assure, je ne suis pas le petit-fils de Jean-Claude Van Damme, mais voilà, c'est difficile de parler français et anglais. Donc imaginons on a deux types de modèles, le write et le read, optimisé évidemment l'un pour l'écriture, l'autre pour la lecture. Comment on fait pour synchroniser tout ça? Le DDD vient avec des événements métiers. Donc forcément, dès qu'il se passe quelque chose dans le write model, on va soumettre un événement métier qui va nous permettre de resynchroniser, donc de reprojeter dans les modèles que l'on voit à droite en vert, ce qu'on appelle les read models ou projection model. Donc on va utiliser ces business events. Ça, c'est le principe du CQRS. Donc, arrêtons d'avoir un seul gros modèle, splittons en un modèle optimisé pour l'écriture, plusieurs modèles optimisés en lecture selon les use cases. En gros, on va passer à la suite. Très clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Okay. Donc maintenant, on va essayer de se focaliser sur la partie écriture et comprendre un peu la différence entre snapshot versus event. Donc, tu peux passer, ici, on a un gros modèle à droite, mais quelque chose s'est passé. Ne va pas trop vite. Quelque chose s'est passé et on ne comprend pas ce qui s'est passé. Donc, on va se poser la question, oui, OK, j'ai un état en DB, ce qu'on appelle la snapshot, mais comment je suis arrivé à cet état? Je ne comprends pas. Ou qui a fait quoi? C'est-à-dire, on est dans un état, mais je ne comprends pas qui a fait quoi. C'est souvent ce qu'on appelle l'audit log, un auditeur externe selon les systèmes. Moi, je viens des systèmes bancaires principalement. Je peux vous dire que
l'audit, c'est quelque chose avec lequel on ne rigole pas. Donc on est dans beaucoup de systèmes, dans beaucoup de régulations, on est obligé de fournir ce qu'on appelle l'audit log. Maintenant, on a aussi le read model maintenant. Imaginons qu'on a compris le CQRS, mais qu'on n'est toujours pas en event sourcing. Si on n'est pas en event sourcing, je me pose ces questions. Tu peux passer quelques slides, si tu veux bien. Désolé pour le fait que je ne puisse pas partager encore. Voilà. Oh, reviens en arrière, s'il te plaît. Yes. Il y a un gros décalage ou c'est moi? Il y a un gros décalage. Je ne vois pas les slides. Là, on est sur Snapshot versus Event. Voilà. Mais reviens encore une fois en arrière, si tu veux bien. Une fois en arrière, bien sûr. Hop. Voilà. Alors, encore une fois. Voilà, ici. Parfait. Alors, on a plusieurs problèmes sur les read models. Imaginons qu'un read model est corrompu. Comment fait-on pour faire un recover? Alors, certaines personnes ont dit on peut migrer les données. Parfois, ce n'est pas possible. Parfois, c'est possible. Parfois, ce n'est pas possible. Imaginez des problèmes de calcul à 2 décimales qui devaient être en fait 4 décimales. On ne peut pas inventer ce qui n'existe pas en DB. Ou un autre use case qui vient souvent de la business intelligence, comment je peux créer une nouvelle projection, un nouveau dashboard. La BI, elle adore faire des dashboards avec des couleurs et des pie charts et des histogrammes et plein de choses. Et évidemment, elle se base sur des projections. Si cette projection n'existe pas, si un dashboard n'existait pas quand on a commencé le système, comment fait-on pour le créer avec l'existant? Encore une fois, on peut imaginer des migrations de DB, de l'ETL, etc. Mais c'est souvent une mise en place de ce qu'on appelle la grosse Bertha, alors que par design, on aurait pu en tirer autrement. Là, je pense que tu peux passer. Voilà. Donc, si je reprends le right model, j'ai quelques questions là, sans réponse. Donc, si le titre c'est bien Snapshot versus Event, on va essayer de répondre à ces questions en utilisant des événements et pas un seul right model en mode Snapshot. Passons. Voilà. Donc, remplaçons ce right model par maintenant une liste immutable d'événements, où vous voyez de 0 à n, qui sont les séquences des événements. J'espère que... Voilà. On va essayer de répondre aux questions. Si j'ai la liste de tous les événements dans, imaginons, une base de données, ne parlons pas maintenant de technologie, ça ne sert à rien, est-ce que je peux comprendre comment je suis arrivé à un certain état bleu? De toute façon, oui, en fait. Tu vas voir que je vais répondre aux questions au fur et à mesure, donc on peut passer jusqu'à la dernière qui soit verte. Imaginons que maintenant, on mette la personne, le user qui a fait la certaine opération dans l'événement, je peux comprendre qui l'a fait. Donc maintenant, mon event log, je l'ai par design. C'est pas mal. Comment je peux faire un recover d'une base de données qui est corrompue, donc d'une vue qui est corrompue? Je parle bien d'une vue. En fait, on change le code. On réinstalle le code autre part, dans un nouveau pod, si on parle Kubernetes, dans un autre container, si vous parlez Knative, peu importe. Et je recommence à zéro sur une base de données vide. Le système va partir de zéro et va reprojeter dans la DB. Quand la reprojection sera finie, on aura une nouvelle DB qui représente la même chose, à part que l'état est corrigé. Donc, sans faire de migration, par design, on a la capacité de faire un recover d'une projection qui est corrompue. Et l'autre use case qui est plus ou moins le même, comment je peux créer une nouvelle DB? Si on peut recréer une projection corrompue, on peut en créer une nouvelle, évidemment, de la même manière. Voilà. Et là, tu peux passer. Donc ça veut bien dire qu'en fait, tu ne stockes jamais de snapshot. Tu parles du principe que si tu as besoin d'un snapshot, tu vas le générer dynamiquement à partir de ton historique d'event, en fait. C'est ça la philosophie. Ouais. Alors attention, oui, quand je parle de snapshot, c'est on prend un état et on le met directement tel quel en DB. Oui, voilà. C'est ça la snapshot par rapport à la liste d'événements. Évidemment, donc, pour être un peu confusant, j'ai utilisé le mot snapshot. En faisant ceci, quelqu'un peut poser la question, oui, mais le nombre d'événements ne fait qu'augmenter. Donc, si on veut recréer le right model de manière temporaire pour être capable de valider une commande, parce que c'est ça le but du right model, c'est en fait de valider des commandes. C'est le rappel de CQRS que je n'ai pas fait, mais j'espère que vous regarderez les vidéos.
Donc, à partir d'une commande, on va essayer de se réhydrater. Vu que les événements augmentent, on a besoin de se réhydrater rapidement et pour ça, on utilise aussi des snapshots. Donc on va aller, même si on est event sourcé, mettre une snapshot dans l'histoire et ça, je vais l'expliquer plus tard. Mais ces snapshots, vous allez voir à quoi elles servent, en fait. Si tu passes au précédent. Donc, je stocke des snapshots et là, je vais l'expliquer pourquoi. Simplement pour, optimiser la réhydratation. Et uniquement pour optimiser la réhydratation. C'est-à-dire, imagine mon compte en banque, j'ai certainement des milliers de transactions à l'heure actuelle. À chaque fois que je mets ma carte dans le terminal, je dois être capable de réhydrater, enfin le système, pas moi, doit être capable de réhydrater mon état de compte pour savoir si je peux faire la transaction, si j'ai assez, si j'ai une ligne de crédit, et cetera. Et pour ça, si je me base que sur mes événements, imaginons que j'ai 10 000 transactions, ça va prendre un certain temps. Or, moi, je n'ai pas envie d'attendre au magasin, évidemment. Donc, que fait le système? Il va stocker de temps en temps des snapshots. Et comment on va faire pour réhydrater? On prend la dernière snapshot qui donne une valeur. Et à partir de cette snapshot, on va continuer à lire les événements, reprojeter ça dans un agrégat et prendre la décision, est-ce qu'on peut ou pas accepter la commande. Donc, c'est simplement là pour optimiser la réhydratation. Okay. D'accord, oui, Donc parce là, qu'on peut s'imaginer que sur les gros volumes de données, sinon ça peut être une grosse opération de tout reconstruire. Mais en fait, tout ce à que fait. tu dis, c'est que ouais, OK, très clair. Donc là, on fait ça uniquement pour la partie write, donc quand on prend une décision d'accepter une commande ou pas. Pour la partie read model, la synchronisation se fait en continu. Okay, donc quand je veux faire une query sur MariaDB, évidemment, je ne vais pas à ce moment-là demander tous les événements qu'il y a dans le système. La synchronisation se fait en continu par micro-batch. Et ça, je pense que ce sera un peu plus clair dans les slides précédents. Ça, c'est l'overview de l'event sourcing. Donc, vous voyez que, et du CQRS en appliquant l'event sourcing. Donc, on peut échanger, on voit des messages, des commandes, des queries, des événements. On peut reconstruire une vue corrompue, on peut créer une nouvelle vue. Et on a les équations un petit peu de comment ça se passe. Une commande arrive, je dois reconstruire mon état de l'agrégat, qui est en fait mon état de validation. Je vais le reconstruire sur base d'événements et de snapshots. Donc, je prends la dernière. Sur la dernière, je vais prendre les événements après la snapshot. Je reprojette dans l'état d'agrégat et puis je prends la décision. Je prends un statut et je fournis un nouvel événement si ça a été accepté. Okay, et sur base de cette histoire, je peux créer une projection. Recréer ou créer une projection. Ça, c'est un peu l'overview de l'event sourcing. Tel quel comme ça, est-ce que je peux déjà te poser la question, Cédric, est-ce que ça semble compliqué? En espérant que tu dises non. Non, je vais te dire non, mais surtout que moi, c'est des concepts, effectivement, la première fois que j'ai entendu parler, j'ai eu un peu de mal à le comprendre et quand on a fait, et en plus, c'est vrai, quand on a fait nos webinaires ensemble, l'année dernière, ça m'a vraiment permis de mieux comprendre, l'idée, la philosophie et en fait, je pense que ça se comprend assez bien, en tout cas. Donc, voilà, mon point de vue, je trouve que Super. déjà pour commencer dans ces principes-là, de la séparation lecture et le principe des events versus snapshot, je trouve que c'est assez intéressant comme état d'esprit. Alors j'ai pas eu l'occasion personnellement de travailler sur des projets comme ça, mais voilà, je comprends l'idée en tout cas. Alors ça, c'est l'overview. J'espère qu'après, tu auras encore une meilleure vision parce que je vais aller un peu plus dans les détails. Donc, si on peut passer au suivant. Donc, comment ça se passe en pratique? On a une DB, on a une liste d'événements. Si tu peux passer à la suite. Voilà, avec des snapshots. Et maintenant, on va répondre aux questions vraiment pratiques. C'est quoi mon event store? Parce que en fait, la DB là, que je monte, c'est un event store. On stocke des événements. Ça peut être ce que vous voulez, en fait. SQL, Mongo, n'importe quoi. Bien sûr, aussi les solutions Axonic. Mais pour commencer, je vais vous expliquer, en fait, si on passe dans les slides suivants, comment faire votre propre event store en SQL. Ce sont des exemples, évidemment, à ne pas mettre ça en production, s'il vous plaît, mais si vous voulez vraiment comprendre les systèmes, ça peut se matérialiser exactement comme ça. Donc, on peut faire de l'event sourcing avec une simple table SQL avec ces colonnes-là. Donc, on a l'ID de l'événement qui est une séquence incrémentale. On verra, je vais mettre des données au fur et à mesure. Le nom de l'événement, le nom de l'agrégat, son ID, sa version, sa payload en JSON, hein, les métadata, pareil en JSON, et le user ID pour avoir justement l'audit log qui a fait quoi.
Alors, c'est un exemple que j'ai utilisé dans des démos il y a déjà quelques années sur une PostgreSQL. Donc, je sais que c'est tout à fait viable comme système. Après, et ça, ce sera la petite discussion que l'on aura après, après 6 mois en production, on s'est quand même dit, bon, voilà, il faut aller vers quelque chose de plus robuste. Et ça, c'est une autre discussion. Si tu passes, on verra les données se remplir pour Ouais. avoir un petit exemple. Est-ce que peut-être juste tu peux, en 2 secondes, repréciser un aggregate, qui est un concept du DDD, si jamais il y a des Oui, personnes qui ne sont pas familières tout à avec, fait. ça? Donc là, c'est quoi l'agrégat? C'est notre modèle de validation. Okay, donc quand on a une commande qui arrive sur un compte, par exemple, et là on a l'état d'un compte, si je veux faire imaginons que j'ai la commande withdraw amount, retirer de l'argent, je dois être capable de comprendre quel est mon état de compte. C'est mon modèle de validation, c'est lui qui prend la décision. En fait, un agrégat, c'est un objet composé de... oui, je peux parler d'objet, composé d'entités et de value object. Alors ça vient du DDD, mais en gros, l'entité est quelque chose de mutable, la value object immutable, et l'agrégat est en fait le gardien de la validité des données. C'est comme une transaction, un transaction manager. C'est lui qui prend la décision de modifier, et toute modification est appliquée ou pas appliquée. Voilà, c'est vraiment le garde-fou. Parfait, merci. Ici, on a un exemple, je t'en prie, on a un exemple d'opération effectuée sur un compte. Donc, on voit par exemple la première opération, on a ouvert un compte, très important dans une de nos vidéos d'ailleurs. J'explique l'importance de nommer correctement les événements. Donc on ne peut pas avoir account created, ça ne veut rien dire, on ne crée pas un compte. Si vous allez dans la banque et vous allez voir des experts, ils ne parlent jamais de création de compte, ils parlent d'ouverture de compte. On ne dit pas account updated quand on veut le clôturer ou quand on veut je ne sais pas, le figer. On parle de amount closed. Quand on veut déposer de l'argent, on ne fait pas updated non plus, parce que qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas. On va déposer de l'argent, on va retirer de l'argent. Donc les noms ont vraiment beaucoup d'importance et ça doit être lié absolument au métier. L'histoire doit être en fait lue et comprise par quelqu'un du métier. Ça, c'est très important. Donc, vous voyez, le nom, c'est le type de l'événement, en fait. Le nom de l'agrégat, c'est le compte. Son ID, bon, il manque des chiffres, hein, c'est un compte français. Il manque 4 chiffres à la fin, mais les colonnes étaient trop petites. On a la version de l'agrégat qui incrémente à chaque événement. Ça va nous permettre de faire quoi? Ça va nous permettre de détecter en fait des conflits. Par exemple, on a 2 utilisateurs qui travaillent sur un même agrégat. Ils cliquent en même temps sur une opération qui est en fait exclusive. Grâce à l'aggregate version et à certaines contraintes d'unicité, on va pouvoir bloquer ces accès concurrents. Il y en a un qui va passer, l'autre va dire désolé, mais tu veux faire une opération sur un état qui n'est pas frais. La payload en JSON, en ce que vous voulez, protobuf, peu importe, metadata pareil, JSON, protobuf, et le user. Bon là, j'espère que certains auront reconnu Marcel. Ça peut être aussi une compagnie avec ce qu'on appelle des retraits directs. Je ne sais pas en France si c'est faisable. En Belgique, on peut donner l'autorisation à une société de faire des retraits sur notre compte. Je ne sais pas si en France c'est possible. Oui, c'est les systèmes de prélèvement automatique. Alors si par exemple C'est tu ça, veux payer, prélèvement automatique. si, il y a ça effectivement. Je savais que c'était assez... l'histoire dans le passé, je sais que c'était pas forcément bien apprécié en France, donc je ne sais pas si c'était bien. Donc là, on a une idée. Si tu passes, Oui. on va avoir maintenant ce qu'on peut mettre en place comme primary key, unique constraint, index intéressant. La primary key, qui va être une séquence auto-incrémentée, ça va être l'ID de l'événement. Voilà. L'ID de l'événement, ça doit être une séquence vraiment naturelle qui représente l'ID de l'événement, simplement. Une contrainte d'unicité intéressante, c'est pour un agrégat donné, on ne peut avoir qu'une seule version. Et c'est là où on va gérer les conflits, justement, que j'expliquais juste avant. Intéressant aussi, l'index. Si on veut voir ce qu'un certain user a fait, par exemple, retracer tout ce qu'il a fait dans le système, on met un index sur user ID et on sait tout ce qu'il a fait. Ça, c'est pas mal. Donc, si tu passes maintenant, parce que là, on a la possibilité d'avoir des agrégats, mais je n'ai pas parlé de snapshot. Alors,
il y a quelques années, j'ai dû implémenter des snapshots sur une DB existante sur laquelle on ne pouvait pas changer la structure. Et c'était assez intéressant, donc on ne pouvait pas créer une nouvelle table. On pouvait altérer une table, mais on ne pouvait pas créer de nouvelle table parce que ça passait dans un processus trop complexe d'administration. Donc ce que j'ai préféré faire, c'est modifier la table et rajouter le fait que cet événement est une snapshot ou pas. Alors c'est purement quelque chose de... C'est un détail d'implémentation, mais je trouvais intéressant de le mettre parce que c'est comme ça que j'ai rajouté les snapshots. Et en fait, c'était pas mal performant par rapport à d'autres explications que l'on peut voir sur Internet en maintenant une table séparée des snapshots, etc., qui est certainement la meilleure façon de faire. Moi, je l'ai faite comme ceci et je vais vous expliquer comment ça marche. Donc, je rajoute une colonne snapshot où je simplement un booléen, donc true, false. Je vais modifier mon index, enfin, ma contrainte d'unicité, pardon, en rajoutant ce snapshot. Ce qui veut dire qu'à n'importe quel moment, je peux aller flusher en DB, stocker l'état de mon compte, qui va me permettre de réhydrater de manière optimale dans le futur. Donc là, par exemple, le dernier état, tu vois que c'est amount state, l'état du compte. C'est pas amount state, c'est account state, évidemment. Voilà, petite typo. Et là, je dis que c'est une snapshot sur le compte, l'ID Intel, et on voit que la version de mon agrégat n'a pas été incrémentée, parce que c'est l'application d'un état après un événement. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer si j'ai une commande qui arrive? Je vais devoir réhydrater. Je ne vais pas réhydrater sur toute mon histoire. Je vais d'abord sélectionner la dernière snapshot, prendre l'ID de cette snapshot et prendre les événements après cette snapshot. Et vous voyez que rien qu'en utilisant un select coalesce, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, coalesce, moi je dis toujours coalesce. Mais... je ne sais pas non plus. Je ne sais même pas ce que fait ce mot-clé d'ailleurs. Ah, c'est quand tu n'as pas de résultat, il te fournit, tu lui donnes une valeur par défaut. Donc, en gros, c'est if not exist, si tu veux. Donc, Okay. je vais sélectionner le max ID en étant ID ou l'agrégat, et là, je cache un peu les détails de comment aller rechercher l'agrégat, hein, c'est le nom, l'ID, etc. Et je vérifie que, bien sûr, la snapshot doit être true, et je prends le max, donc ça veut dire que ça va me donner la dernière snapshot. Si je n'ai pas de snapshot, alors le coalesce va me donner 0. Et qu'est-ce que je peux faire avec cet ID-là? En fait, c'est mon plus grand ou égal. Donc maintenant, je vais choisir les événements, toujours sur mon snapshot, qui ont un ID plus grand ou égal à cet ID-là. Si je n'ai pas de snapshot, ce sera 0, donc on prendra 0. Si j'ai un ID, ce sera l'ID de la dernière snapshot. Donc en deux queries, une embarquée dans l'autre, on peut récupérer la liste de tous les événements après la dernière snapshot. Donc ça, c'est pas mal. Ok, ouais, sympa. Et du coup, juste pour être sûr, là, en fait, si on prend le payload de la ligne du milieu, donc là, en fait, tu stockes le amount qui correspond à la somme d'argent que tu as déposé. Donc, c'est une metadata, enfin, c'est pas une metadata, c'est le payload associé à l'événement de dépôt. Là où la dernière ligne, le amount 3812, là, tu es sur le state, donc ça veut dire que là, c'est la somme d'argent qu'il y avait au moment où tu as fait ton snapshot. Oui, c'est ça. Donc en fait, il faut voir qu'entre les deux, il y a des opérations. J'aurais sans doute dû faire incrémenter les Bon, avis. c'est clair, hein, t'inquiète. Voilà, C'est mais juste pour être sûr. effectivement, si là je fais l'amount state, on ne devrait pas avoir 38 €, mais 50. Donc là, tu as raison. Et c'est pas compagnie X, d'ailleurs, le user ID, c'est le système en lui-même. Ouais, c'est juste pour dire qu'en fait, que le payload, il peut être soit sur l'état, soit sur l'event, quoi, dans ton exemple. Alors, généralement, ce qu'on met dans le payload, c'est tout. Ici, je n'ai pas tout D'accord. montré parce qu'effectivement, ce serait énorme, mais au minimum, l'ID du compte se retrouve aussi dans la payload. Le montant, on pourrait mettre des timestamps, certains vont les mettre dans les metadata, certains dans les payloads parce que voilà, c'est une question de design. Mais effectivement, la payload, là, c'est vraiment le modèle de l'événement avec son format. Ça marche. Si on passe, encore une fois, ce qui est intéressant aussi de rajouter parfois, ça dépend de ce que l'on fait. Attends, là, tu es allé un peu trop vite. Oui, pardon. C'est de rajouter un index aussi sur le nom et parfois aussi un index sur le user ID et le nom de l'événement. Ça permet de comprendre ce qu'on a fait dans un certain contexte. Voilà, c'est tout. Tu peux revenir au précédent, au prochain. Donc ça, on a focalisé sur le write model et voir comment on peut modéliser un event store.
Et là, je te repose la question avant de partir sur la modélisation. Est-ce que c'est encore plus clair dans ton esprit, Cédric? Ou pas? Alors, sur ce qu'on a montré avant, ouais, c'est clair. Sur le read model, je comprends mieux. En tout cas, je comprends mieux l'idée que pour faire un snapshot ou une projection, alors, effectivement, comment tu le calcules derrière, mais de reconstituer comme ça des étapes dans le temps avec des snapshots comme ça intermédiaires, enfin, ouais, je Alors comprends un peu ça, l'idée, ouais. on va justement parler de ça maintenant. Ah, bah, très bien. Donc, comment on fait? Parce que là, j'ai focalisé sur le write Ouais. model, mais je n'ai pas parlé du read model. Comment fait-on pour, excusez-moi, je regarde où sont mes affaires? Elles sont là, parfait. Comment fait-on pour, synchroniser tout ça dans des vues et de projeter des vues? On voit par exemple le write model, donc l'event store, est actuellement un index, donc une séquence de 856. Corrige-moi si je fais des fautes, pour les chiffres. Moi, je vais parfois les dire à la C'est belge. parfait. Et pour, une certaine vue, nous sommes à 654, c'est-à-dire qu'on est dans le temps légèrement décalé. J'ai pris exprès, c'est jamais comme ça, hein, vu que ce sont des flux continus, on est très souvent derrière, la séquence, de l'event store. Mais imaginons qu'on est dans ce cas-là. On est par exemple en reconstruction ou, on est en train de drifter tout simplement. Dans Tu peux passer, que se passe-t-il lorsque je vais écrire un événement dans le store? Donc là, ce qui est important de comprendre, c'est que cet événement doit aller vers le read model. Et c'est une des erreurs que je vois souvent, c'est d'essayer de mettre en place, quand on fait les systèmes soi-même, hein, des RabbitMQ ou des Kafka, où on met l'événement et on va directement le projeter dans la DB. Pourquoi? Parce que comment je vais faire dans le passé si je veux complètement détruire ma DB et redémarrer de zéro? C'est compliqué. Il va falloir faire une gestion de non, en fait, je ne veux plus le flux continu, je veux redémarrer de zéro. Est-ce que tu peux remettre dans le Kafka? Stop le Kafka normal. Enfin, c'est toute une gestion qui est extrêmement complexe et c'est là où certaines personnes se sont perdues justement en faisant des frameworks maison, en disant oui, mais mon framework maison, il fonctionne, mais je ne gère pas la reconstruction. Et d'ailleurs, quand ils me disent mon framework maison, il est tip top, il fonctionne nickel, je pose toujours la question. Et la reconstruction? Et là, ils sont gênés, ils disent bah, ça, on n'a pas encore. Voilà. Alors, pourtant, ce n'est pas très compliqué à faire sur des systèmes qui restent simples. Par exemple, je vais forwarder l'événement au read model, mais je ne vais pas le projeter directement. Ce que je vais faire, c'est je sais mon offset, donc l'offset, c'est l'équivalent de la séquence. Je suis à un offset pour le moment de 654. Donc, concrètement, je sais que je dois synchroniser les événements après 654, parce que ça veut dire que j'ai processé le dernier, c'était le 654. Donc, si tu peux passer une fois, là, je vais poser la question à l'Event Store, il dit donne-moi les événements qui m'intéressent après le 654. Et bien sûr, à comprendre qui m'intéresse, c'est la read model qui va donner la fameuse liste de tous les noms qui l'intéressent. Bien sûr, on va recevoir un batch. On peut demander une certaine taille de batch. On ne va pas recevoir des milliards d'événements en une seule transaction. On va faire cette loupe en continu. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Si tu repasses une fois, l'Event Store va donner un certain batch avec un certain nombre d'événements, lesquels on va pouvoir réutiliser pour projeter et mettre à jour son offset. Et en fait, on continue. On Ok. boucle. À chaque fois qu'on a quelque chose qui est écrit, on vient se réveiller, on prend notre offset, on demande en micro-batch 50, 100, 1000, et on reprojette, on met à jour, et puis ça continue, tout le temps comme ça. Et là, vous avez un moyen de synchroniser, non seulement de synchroniser, mais aussi un moyen assez simple de resynchroniser ou de reconstruire depuis le début. Parce que si je viens placer un 0 sur l'offset, je viens écrire en DB 0 à la place de 654, mais il va considérer qu'il est au début. Donc si je scratch complètement la DB, mon offset sera 0, et donc je recommencerai la synchronisation depuis le départ, en micro-batch. Ok. Sympa, Très clair hein? sur ça. Ça parle très On clair. peut même dire, refaire une boucle sur, par exemple, je sais que mon batch est de 100, donc je vais demander 100 événements. Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai reçu 100 événements? Oui, je les ai processés, donc ça veut dire potentiellement, je suis en pleine reconstruction, je suis en train de drifter. Donc ça veut dire qu'on peut relouper automatiquement sans attendre un événement.
Et là, ça va permettre de justement, avec un seul événement, de reconstruire depuis le début. On ne va pas attendre X événements pour finaliser la synchronisation. Donc avec des choix simples et avec un mécanisme simple, on a et la synchronisation et la reconstruction possible. C'est chouette. C'est simple. C'est plutôt très pratique. Voilà. Donc maintenant, je te repose la question, est-ce que c'est plus simple? Parce que là, maintenant, tu as le design de l'Event Store, mais aussi la mécanique de synchronisation et de reconstruction. Je trouve que oui. Voilà. Non, c'est plus clair. Non, si, je comprends mieux. Même sur ce qu'on s'était dit sur les précédents webinaires, je crois pas qu'on est allé plus dans le détail sur ça, donc je continue d'apprendre des choses. C'est une primeur, là, oui, effectivement. C'est ce que je voulais expliquer quand tu m'as dit l'idée de l'event sourcing en 45 minutes. J'ai dit ça, c'est important de comprendre. Ouais. Parce que c'est important de comprendre qu'après, le faire soi-même, c'est très bien, mais dans les systèmes distribués, on va continuer la présentation, mais on verra que c'est pas aussi simple. Est-ce que justement, on peut prendre 2 petites questions qu'on a dans le chat? Ça ne te dérange pas? Ah oui, bien sûr, oui. Alors, on a une question, je l'affiche. Est-ce que l'event driven, enfin l'event sourcing, c'est forcément lié avec le DDD? Alors, l'event driven, moi, là, je lis event driven forcément lié au DDD, donc non. Mais l'event sourcing, oui. Donc, event driven, c'est l'architecture, c'est avoir des événements dans son architecture, et pour moi, c'est la base. Une architecture sans événements n'est pas une architecture. Je suis peut-être brutal dans mes mots, mais je le pense sincèrement. Donc ça veut simplement dire ayez des événements dans votre architecture et driver les communications avec ces événements. Ça ne veut pas dire qu'on est event sourcé. Mais event sourcé implique le fait d'être event driven parce qu'on a des événements dans notre architecture. Donc forcément, l'un implique l'autre. Mais là, si je devais répondre, c'est l'event sourcing est lié au DDD. Oui, tout à fait. Bah, c'est d'ailleurs lié à une deuxième question qu'avait Florian, qui posait est-ce que l'event sourcing est égal à l'event driven programming? Donc toi, ce que tu disais, c'est que c'est pas la même chose que l'event driven programming. Allez, si je reformule, c'est juste de dire on génère des événements, mais ça ne veut pas dire qu'on respecte les patterns de l'event sourcing. Donc l'event sourcing, c'est une sous-partie de toutes les architectures basées sur de l'event driven, quoi. Parce que je suis juste. Ça. En fait, c'est l'étape ultime. Comme on a des niveaux de maturation quand on fait du reste, l'event sourcing, c'est l'étape ultime où on n'utilise pas des événements que pour communiquer, mais on utilise aussi les événements comme stratégie de persistance. Très clair. Et dernière petite question, alors je crois qu'on a répondu aussi, mais juste pour reconfirmer, est-ce que l'event sourcing consiste donc à stocker les occurrences du write model en tant qu'event? Ça en fait partie, je pense. C'est ça, oui. C'est concrètement ça. Donc l'event sourcing, c'est vraiment modéliser le write model. Parce que certaines technologies, comme Kafka, je la nomme, dit sur son site, nous, on peut vous aider à faire de l'event sourcing. Il faut bien comprendre que l'event sourcing, ce n'est pas que la possibilité de créer des vues et de pouvoir reconstruire des vues. C'est aussi prendre des décisions sur l'histoire, donc sur le write model, en fait, pour être capable d'accepter ou non une commande. Et ça, ce n'est pas possible en Kafka, par exemple. Donc, il faut bien comprendre que l'event sourcing, c'est stocker les événements, oui, ça c'est le write model, mais c'est aussi pour être capable de reprendre des décisions sur ce write model, pas que projeter dans des read models. Voilà. Ça marche. Je te remercie. On peut continuer. Oui, passons à la suite. On va essayer d'être dans les temps, il nous reste 15 minutes. Yes. Donc évidemment, le message ici, c'est oui, c'est simple, sur des systèmes très simples. Je vous invite même à essayer avec n'importe quel DB SQL si c'est votre kiff. Moi, j'ai fait ça sur des DB SQL, sur des Mongo, des systèmes très simples. Concrètement, ils n'étaient pas forcément distribués, ce n'était qu'une seule application, et avec 2-3 vues. Voilà. Donc, distribué, oui, parce que j'ai plusieurs vues, mais ce n'étaient pas des systèmes bancaires, quoi. C'est simple, mais quand on commence à avoir une cinquantaine d'applications en mode distribué et on veut être redondant, on veut être safe, on veut avoir de la persistance qui tient le coup d'un nœud qui crache, d'un disque qui crache, n'importe quoi. Donc, la complexité des systèmes distribués, là, on est ailleurs. Ce n'est plus la même simplicité. Donc, des solutions existent. Je sais que créer son propre framework, certaines sociétés en France sont pour les no frameworks et on fait tout nous-mêmes, ce que je comprends tout à fait. Je suis moi-même développeur, donc je sais le plaisir que c'est. Par contre, c'est très coûteux, surtout dans les systèmes distribués.
Donc, il faut bien comprendre, sauf si on est un expert des systèmes distribués, mais c'est créer une solution et investir énormément de temps et d'argent pour construire un système distribué. C'est ce que fait des sociétés, comme notamment Axonic, et c'est son day-to-day. Voilà. Donc, je nomme Axonic, il en existe d'autres. Bon, je travaille pour Axonic, donc évidemment, je vais parler d'Axonic. Des solutions existent, certaines même sont entièrement open source, d'autres open source avec d'autres composants non open source, mais des solutions existent et s'il vous plaît, avant d'essayer de mettre votre propre framework en production, regardez les solutions qui existent. Là, je ne nomme même pas Axonic, mais regardez au moins les solutions. Donc, si on passe à la suite, vous allez voir, je fais une overview, comme ça nous permet d'avoir encore quelques minutes de questions sur ce que l'on fournit chez Axonic. Donc, des solutions, on en a plusieurs, mais ici j'en mets 3. Principalement, je vais d'abord focaliser sur l'Axon Server, qui pour moi est la pièce maîtresse d'Axonic. C'est là, en fait, l'Event Store. C'est l'Event Store et le Message Router. Donc, en gros, si j'essaye de comparer ça à plusieurs solutions qui ont le marché open source, c'est l'équivalent d'une Postgres ultra optimisée pour l'event sourcing et d'un RabbitMQ au-dessus pour faire le dispatch des messages. Avec en plus le fait que la sémantique des messages à dispatcher, donc les commandes, les queries et les événements, ont chacun leur sémantique et que RabbitMQ n'est pas capable de faire exactement la sémantique de chaque message séparément. Donc les commandes et les événements, ça marche très bien. Les queries, faire du scatter-gather par exemple, couper un résultat en plusieurs sources, rapatrier, merger, revenir, ce qu'on appelle le scatter-gather, ça ne marche pas. Nous, on le fait, par exemple. Donc, on est une étape après le RabbitMQ. En termes de stockage, on n'est pas du tout basé, comme certaines personnes le pensent, sur une DB existante. On a tout refait nous-mêmes. Donc, ce n'est pas une Postgres, ce n'est pas... on a vraiment tout refait de A à Z en utilisant le Raft. Donc, pour la partie distribution, on utilise le Raft. On n'a pas réinventé des algorithmes quand même, mais bon. Et vous avez vraiment fait quelque chose qui est spécifique à votre besoin, quoi. Là, vous n'avez pas essayé de tordre un truc existant. Exactement, parce que sur le marché, il n'y avait pas beaucoup de DB pour pas dire pas. Je préfère être celle qui était vraiment focalisé sur l'event sourcing. Donc on est reparti from scratch, persistance au main et distribution basée sur le Raft. Donc rien de... Voilà. Et si on compare la performance de l'Axon Server par rapport à des Mongo et des Postgres que l'on a fait, on est nettement plus stable. Et au-delà d'un certain seuil, la Postgres va complètement se détériorer, la performance. Hein. Le Mongo bien avant, l'Axon Server va rester extrêmement stable. Et c'est là la magie. Alors, on a évidemment une version communautaire, une version entreprise. Communautaire, on a tout, sauf la gestion des contextes, mais c'est un détail, mais c'est un seul nœud. Version entreprise, c'est plusieurs... on peut le mettre en cluster, évidemment, et on assure de la fiabilité, disponibilité des données. Donc ça, c'est la pièce maîtresse. On a aussi l'Axon Framework, qui est une librairie complètement open source, celle-ci, qui définit un peu les composants, donc le design des composants que l'on pourrait avoir dans le CQRS et l'event sourcing, à savoir le command bus, query bus, event bus, event store et d'autres. Tout cela est open source et bien sûr, on fournit aussi des implémentations par défaut, basées sur du Postgres, basées sur du Mongo, si vous voulez, et bien évidemment sur l'Axon Server. Mais ça, c'est une librairie pour le Java, je devrais plutôt dire pour la JVM, qui marcherait bien en Java, Kotlin, Scala. Évidemment, si on a des applications qui ne sont pas sur la JVM, ça arrive, et j'espère que ça arrivera encore plus dans le futur. Je suis un grand fan de Go, par exemple. Mais il n'était pas si facile d'interagir avec l'Axon Server jusqu'il y a peu, avec le nouveau produit, ou je devrais dire solution, l'Axon Synapse, qui est en fait une surcouche au serveur qui offre une interface HTTP1 classique et qui permet à n'importe quelle application de n'importe quel langage de venir s'inscrire dans le paysage Axonic simplement en partageant une API HTTP, donc très simple. Et je suis en train de faire l'intégration avec une application en Go, par exemple, et donc on pourra peut-être en discuter dans un prochain webinaire.
Et voilà, je pense que là, on a le landscape et les solutions, voir pourquoi j'espère qu'on voit bien pourquoi c'est important d'utiliser une solution éprouvée. Mmh. Parce que, bah, quand commence à exploser le nombre d'applications, il faut de la robustesse et Ouais. ce que j'ai expliqué, en un seul nœud d'une DB SQL n'est pas robuste, évidemment. C'est simple pour comprendre, mais c'est pas robuste. Ouais, parce qu'en plus derrière, on imagine que si on commence à oublier, c'est-à-dire que, enfin, quand tu parles de robustesse, c'est que dans une architecture basée sur des événements, il y a des écritures d'événements qui se passent mal, là, ça devient aussi problématique. C'est ce que tu disais par rapport à la corruption, c'est-à-dire que, imaginons, ton compte en banque, il y a 20 opérations de retrait ou de dépôt dessus. S'il y en a un qu'on n'a pas réussi à écrire parce qu'il y avait une base, un seul nœud qui était KO, imagine bien derrière que, l'état est compliqué à Alors, reconstruire et c'est un peu l'enfer. Donc c'est vrai que effectivement, la mais haute disponibilité, la performance, c'est aussi des points qui sont extrêmement importants dans des telles architectures, quoi. voilà, et il ne faut pas croire que répliquer les bases de données vont aider, parce qu'en fait, la partie write model ne doit pas être répliquée, elle doit être shardée. Vu qu'on veut de la consistance, le CAP théorème va nous dire, ben, on ne peut pas être hautement disponible, on doit être consistant. Donc ça veut dire on doit être shardé. Donc si on perd un nœud, on perd quelques shards, on va essayer de rebalancer les shards sur les nœuds existants et continuer. Mais pendant ce rebalancement des shards, on n'est plus disponible pour cette partie du shard-là, hein, pour les autres bien. Mmh. Donc tout ça, mettre en place le sharding, etc., c'est pas si simple. Et certaines bases de données n'offrent même pas la possibilité de le faire. Certaines le font. On peut les mettre en mode sharding ou en mode réplication, donc en mode consistance ou en mode haute disponibilité. Mais encore une fois, là, on commence à augmenter la complexité. Mmh. Et donc là, par rapport donc à ce que tu viens d'expliquer, c'est que le framework Axon, enfin toute la plateforme, pardon, c'est pas forcément le bon terme, mais toute la plateforme Axon, demain, si on veut démarrer, voilà, tester une architecture event sourcing dans nos applications, c'est assez facile à prendre en main. J'imagine que d'ailleurs pas mal de ressources sur le site d'Axon pour get started avec la J'ai solution. moi-même une démo sur un système bancaire simplifié que je pourrais partager. Oui, n'hésite pas à la mettre dans le chat, ouais, ça peut être Ouais, intéressant de voir, je vais peut-être la mettre quelques avant exemples. de partir, mais effectivement, Ouais. la mise en place, si on connaît par exemple, si on connaît bien Java, Spring Boot, on a nos propres annotations et en quelques lignes de code, en quelques classes, on peut fournir une application qui se connecte au serveur. Et comment installer le serveur pour faire un test? J'ai aussi tout dans ma démo, un bête Docker Compose dans un Swarm ou même en Docker Compose si vous voulez faire la hard way. Mmh. C'est très facile à mettre en place, effectivement. La OK. partie communautaire, évidemment, la partie enterprise, bon là, il faut avoir des contacts, il faut avoir des licences. Mais commencer avec une application complètement gratuite, avec toutes les fonctionnalités, c'est possible avec l'Action Server communautaire. Alors, OK, je vois qu'il y a super. une question intéressante. Oui, tout à fait, vas-y. Je vais J'allais te la démarrer, poser, mais vas-y. la réponse en direct. Alors oui, effectivement, c'est le but de l'event sourcing. C'est une stratégie de persistance des write models. Mais justement, si on définit nos applications en tant qu'on coupe bien ce qu'est un domaine, ou ce que moi j'appelle le write model, je l'appelle domaine, avec les vues, les process, les sagas, les protocoles. Donc ça, c'est une vidéo qu'on a fait aussi, un autre webinaire, Cédric. Euh, Tout ça design un microservice, donc un service qui est le plus isolé possible et designé pour répondre à un use case précis ou des use cases bien précis. Donc effectivement, moi je n'utilise l'event sourcing que dans ce cadre-là. D'ailleurs, je n'ai jamais utilisé l'event sourcing dans un monolithe. Parce Donc que je ça n'ai se jamais marie connu. bien. Ça marie très bien, je dirais même que ça a été pensé pour ça. OK, bah, Voilà. super. Et il y avait une autre question aussi dans le chat de Florian, alors, qui s'excuse s'il avait raté la réponse. Kafka, est-ce que tu peux juste réexpliquer, Axon versus Kafka, peut-être les différentes fondamentales entre les Oui, 2? alors, le Kafka, c'est une belle machinerie. Mais à la base, c'était designé pour faire vraiment du log distribué. Donc, reprendre les applications, les logs des applications et pour permettre de les agréger
dans un board comme Kibana, par exemple, ou Elasticsearch Kibana. Donc, c'était vraiment fait pour distribuer du log, qu'on avait appelé forcément event, et donc c'est devenu un event log, qui a été mal compris par rapport à l'event store. Donc, un event log, c'est là où on va loguer, donc écrire des événements. La différence entre un event log et un event store, c'est qu'un event store va permettre de faire des queries sur un ensemble d'événements qui ont le même scope, par exemple une histoire d'agrégat donné, de manière efficiente. Kafka ne le permet pas. Kafka va travailler, un topic est divisé en partitions, et chacun des agrégats, si je peux dire agrégat ou entité, c'est comme vous voulez, est shardé dans une des partitions. Donc imaginons qu'on ait 5000 agrégats et qu'on ait 500 partitions, on va avoir 10 agrégats par partition. Donc tout ce qu'on peut demander à Kafka, c'est de rejouer une partition. Donc on va rejouer l'histoire non pas de un agrégat, mais de 10 agrégats. Et il n'y a aucun moyen, ou alors peut-être que j'ai raté ça, mais c'est très très récent, de demander l'histoire d'un agrégat en particulier, pour justement faire la réhydratation, pour pouvoir accepter une commande en particulier. Alors, Kafka est génial pour justement, on a une histoire et on va reprojeter vers les vues, et c'est ce que j'ai dit justement il y a quelques minutes. Faites attention, l'event sourcing, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas pouvoir revenir à zéro pour reconstruire des vues, c'est aussi prendre une décision pour une commande. Et ça, Kafka ne permet pas. C'est ça la différence. Très clair. Nickel, si c'est clair pour toi, Florian, merci. Merci, Florian. Donc on est bientôt sur la fin. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments que tu voulais partager peut-être pour aller plus loin Alors justement, si tu vas sur la dernière page, ouais. j'ai quelques liens et je vais mettre en plus. Voilà. Et là, c'est plus clair, en fait. C'est celui-là. Voilà. Donc là, Okay. n'hésitez pas à aller sur le blog d'Axonic. On a des white papers free to access. On a des blogs super intéressants. Allez voir aussi, parce que la mise en place d'un système event-driven ou event-sourcé, peu importe, c'est très important de comprendre comment le mettre en place. Et l'event modeling et l'event storming sont des pratiques extrêmement importantes et intéressantes. Voilà. Très clair. N'hésitez pas non plus à aller sur notre académie, Axonic, mais vous verrez le lien sur Axonic.io, vous verrez le lien de l'académie, où là vous avez des cours gratuits disponibles, qui vont peut-être plus loin ou moins loin par rapport à mes explications. Donc voilà, n'hésitez pas. Très bien. Est-ce que d'ailleurs, je me demandais, est-ce qu'il y a des conférences ou des événements annuels qui sont dédiés sur ces sujets-là? Je Alors, crois, vas-y. tout à fait. On a le DDD Europe, hein, c'est pas nous qui l'organisons, mais c'est une conférence extrêmement importante. On a quelques noms. Peut-être que Magali pourrait en mettre C'est quelques-unes. bientôt d'ailleurs, il me semble que c'est au mois de juin, c'est Amsterdam en général, c'est ça? Au début de l'été? Ça dépend laquelle. D'accord. Oui, tout à fait, DDD Europe. Je n'ai plus les dates en tête. On pourra regarder. Par contre, nous, on host une conférence sur évidemment les architectures event-driven et principalement event-sourcées à Amsterdam, généralement tous les ans, et c'est aux alentours de septembre, si je ne me trompe pas. Ah ben voilà, je vois que Magali répond. Partage le lien. Merci beaucoup, Magali. Super. Voilà. Eh bien, écoute, c'est parfait, Frédéric. Je pense que en termes d'introduction sur les concepts de l'event sourcing, ça m'a paru, en tout cas personnellement, très clair. J'espère que les personnes qui étaient là avec nous aujourd'hui, ça vous a paru également pertinent, intéressant. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter directement Frédéric. Tu es assez disponible. Oui, je crois qu'on avait je ne sais plus si avait ton mail ou sur LinkedIn, où je crois que tu es assez disponible aussi. Oh oui, vous verrez ma tête, je suis plus beau sur LinkedIn, j'avoue, mais mais c'est LinkedIn, c'est normal. Vous arriverez à me reconnaître. Ça marche. En tout cas, merci, c'était vraiment chouette. Pour information, donc les personnes, avec plaisir. Les personnes si vous êtes là, vous recevrez juste après le lien de replay qui vous est personnel pour voir le replay du webinaire.
Il sera également disponible sur la chaîne YouTube de Promise dans les prochaines heures, probablement demain matin. Donc, sur cette chaîne Promise, nous avons tous nos webinars qui sont, voilà, qui sont disponibles. Si jamais voilà, vous souhaitez partager le contenu de ce qu'on s'est dit aujourd'hui à des personnes autour de vous. Donc, n'hésitez pas, je veux dire, même à souscrire à la chaîne. Ça permet aussi d'être alerté des prochains webinars qui seront publiés. Ah, je partage juste le lien également. Et j'en profite, juste pour conclure, pour présenter, pour dire 2 mots juste sur les 2 prochains webinars qu'on organise. Donc il y en a 2 dans une semaine, voilà, parce que, comme vous le savez, ces personnes qui sont notamment en France, il y a des jours fériés euh, en ce moment. Donc on en a un ce jeudi avec Raled Souf pour parler de DDD justement, voilà, encore une fois. Sauf que cette fois-ci, on va regarder comment est-ce qu'on peut utiliser le DDD pour extraire de la connaissance métier dans du code legacy. Voilà, donc là, on est dans un contexte gros projet, historique ancien, pas forcément un code facile à maintenir, mais il faut quand même se plonger dedans. Comment est-ce qu'on peut voilà, en retirer de la matière, de la connaissance pour malgré tout faire de notre travail de développeur. Donc on va voir comment on peut utiliser le DDD dans un contexte legacy. Donc ça va être assez intéressant. Et semaine prochaine, même heure, on parlera de revue de code avec Eric, qui est en développeur chez Datadog, qui est passé par Google notamment, et qui nous parlera justement de son expérience sur les revues de code. Comment est-ce qu'on peut faire, selon lui, des revues de code de qualité. Et on parlera aussi finalement en parallèle, il sera animé avec Arthur aussi, notre CTO chez Promise, qui présentera comment est-ce qu'on peut optimiser encore davantage les process de revue de code, et en particulier partage de connaissances. Et on fera le lien justement avec ce qu'on présente, ce qu'on fait chez Promise. Donc voilà, les liens d'inscription sont dispo sur notre site webinarpromise.com. Il y en aura d'autres qui vont venir. On est en train de finaliser le programme là, jusqu'au début de l'été. Donc voilà pour ma promotion, la promotion des prochains événements chez Promise. Hop. Merci beaucoup Cédric, Alors en tout cas. du coup, ouais, je ne sais pas si vous avez vu mon slide ou pas. Je sais pas ce que j'ai partagé. Je suis pas sûr d'avoir bien partagé le truc. C'est pas Moi, très, j'ai c'est pas pas j'ai pas très. vu ton slide, non? Ah mince, moi je me suis planté dans le partage. C'est pas très grave. Bon voilà, j'ai donné les explications, je donne juste le lien. Et en tout cas, écoute, Frédéric, je vois qu'il est 13h33. Je pense qu'au niveau timing, on est parfait. Voilà, donc désolé, je vous donne le lien voilà, avec la page sur les 2 prochains webinars, si vous souhaitez y jeter un coup d'œil. Et puis écoute, j'espère en tout cas que nous aurons l'occasion, Frédéric, de se voir pour un prochain webinar avec tous ces sujets-là qui continuent de nous intéresser. Merci parfait pour le lien. Et, Ouais, ça et si c'est bon pour toi, Frédéric, écoute, je te souhaite c'est bon pour moi. un excellent mardi, puis une très bonne semaine et une bonne journée à tous et toutes. Et encore merci d'être venu parmi nous aujourd'hui. Et on espère vous revoir Un très tout grand bientôt. merci Cédric. À très Merci. bientôt. À très bientôt. Bye Bonne journée bye. tout le monde.